Il n'y a pas eu élection, c'était plutôt une mascarade. Ces mots sont ceux d'Issa Chiroma Bakary. L'opposant camerounais l'assure, il a remporté la présidentielle. Selon les chiffres officiels proclamés par le Conseil constitutionnel, c'était hier. Il arrive deuxième avec 35,19% des voix. Deuxième derrière les 53,66% de Paul Biya. Réélu donc pour un 8e mandat consécutif. Paul Biya, 92 ans, dont 43 passés au pouvoir. Il est aujourd'hui le plus vieux chef d'État en exercice au monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Djemal Taleb. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du collectif d'avocats d'Issa Chiroma Bakary. Vous le maintenez aujourd'hui sur le plateau de France 24. Issa Chiroma Bakary a remporté la présidentielle. Il n'y a pas l'ombre d'un petit doute pour ce qui nous concerne. Issa Chiroma Bakary a fait un travail qui a rarement été fait jusqu'ici par un opposant ou un candidat à une élection présidentielle. Ne disposant pas de la machine de l'ELECAM, ni du Conseil constitutionnel, ni de l'appareil de l'État, il s'est donné une mission beaucoup plus simple. Enfin, compliquée, difficile, mais simple en même temps, en tout cas lisible par les gens. Le candidat Chiroma a choisi sur tout le territoire national, 18 départements. Et sur les 18 départements, il en a pris ceux qui sont les plus sensibles, qui représentent environ 80% de l'électorat du Cameroun. Il y a positionné ses représentants, il a fait des bureaux tests, et à la fin, il est sorti avec tous les PV qui ont été, pour le coup, reconnus un peu par tout le monde. Et sur ces PV, il arrive à un chiffre qui représente 83% de l'électorat, duquel lui-même a remporté environ entre 55 et 56% de l'électorat. C'est important, donc, les chiffres, entre 55 et 56%, selon vous, de 83% de l'électorat. Et donc, si vous déduisez les 18% de ce qui reste, il tomberait très probablement autour de 53-54%. Et donc, il a mis évidemment les PV à la disposition de tout le monde, de tous ceux que cela intéresse. Il les a mis sur son site Internet. Et il n'y a pas jusqu'ici le commencement d'une contestation quelconque sur ces chiffres-là tels qu'il les a donnés. Après, on peut ergoter comme on veut. Le problème, c'est que les chiffres sont têtus, les PV le sont tout autant, et Issa Chiroma Bakary, qui est pour le coup quelqu'un qui a l'expérience de l'État, du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, et quelqu'un de sérieux et qui sait à peu près comment se comporter. Et donc, vous dites que votre candidat est sérieux. Est-ce que ça veut dire que la Cour constitutionnelle, selon vous, le Conseil constitutionnel ne l'est pas, vu qu'il a publié des chiffres bien différents? Je n'aime pas tellement les anathèmes sur les institutions que je respecte en général. Mais si le Conseil constitutionnel est sérieux et il est comme avec lui, rien ne les empêche de nous donner un audit général des fichiers dont ils disposent, des résultats dont ils disposent. Vous l'avez demandé? Mais évidemment, et que nous ne l'avons pas demandé. Mais enfin, tout le monde l'a demandé, la société civile l'a demandé. Nous ne l'avons pas demandé, nous n'avons pas fait même un recours contre le Conseil constitutionnel pour une raison toute simple. C'est que nous considérons que ce sont déjà des institutions, malheureusement pour les institutions, mises à la disposition d'un pouvoir politique, d'un régime politique. Et donc, il ne sert à rien de faire des situations qui n'ont pas d'importance. Mais à la limite, on n'a pas besoin de leur demander cela. Quelques observateurs l'ont fait, la société civile l'a fait. On les défie de nous sortir le début du commencement d'une preuve qui soit en opposition ou en contradiction par rapport aux résultats que nous avons, qu'Issa Bakary Chiroma a sorti. Selon vous, ce n'est pas votre rôle de demander des preuves de la victoire de Paul Biya? Non, c'est notre rôle évidemment de le demander. Nous le demandons naturellement. Ce n'est pas notre rôle. Enfin, c'est notre rôle. Tout est notre rôle de toute façon d'abord parce que nous avons un président élu et tout le concerne. Mais nous sommes dans une élection qui est une farce. Nous avons des résultats qui sont une mascarade incroyable, comme le président Chiroma l'a dit. Mais ce que nous demandons est plus simple, c'est que si les CAM et le Conseil constitutionnel sont convaincus du fondé de ce qu'ils ont présenté, ils n'ont qu'à demander à des institutions indépendantes, comme nous sommes prêts à le faire pour les 18 départements dont nous disposons, de vérifier, de faire un audit sur tout ce qu'il y a pour que nous vérifions qui véritablement a gagné l'élection. Ce n'est quand même pas très compliqué, et notre tâche n'est pas très compliquée de ce point de vue-là. Quelle est la suite désormais pour votre camp des manifestations, de la désobéissance civile? Alors, la suite est malheureusement malheureuse pour le peuple camerounais. Un petit point, si vous le permettez. D'abord, nous avons une petite contradiction quand même, qui porte sur à peu près 100 000 voix entre le Conseil constitutionnel et les CAM. Ce qui tout de même dénote un peu du manque de sérieux des deux institutions, en tout cas dans ce qu'elles font jusqu'ici. La deuxième chose, c'est que ce qui est malheureux, c'est d'abord le Cameroun lui-même. Vous avez un président qui est l'ombre de lui-même, un régime politique qui est agonisant, qui est en fin de parcours. Nous avons un pays, une population qui est massacrée tous les jours. Et vous avez des réjouissances à peu près malsaines de la part de la première dame, de la fille du président. Et on se réjouit sur un fond de guerre ethnique absolument malsain, d'une situation dans laquelle 64% des Camerounais ont été massacrés. Ils ont été massacrés à Douala, à Bafan, à Ngong, à Bertois,
à Maroua, un peu partout. Les mots ont leur importance. Vous accusez aujourd'hui le pouvoir d'avoir massacré la population. Nous sommes aujourd'hui, mais je vous ai dit, nous sommes à peu près, selon les chiffres qui me remontent, à environ 64 Camerounais qui ont déjà été tués dans cette situation. Si on se réjouit d'une élection dans laquelle on massacre sa population, si on se réjouit d'une situation dans laquelle il y a des snipers qui sont mis un peu partout et qui massacrent, qui canardent la population de son pays, c'est triste pour le Cameroun, c'est triste pour le continent africain, je veux dire, c'est triste pour l'humanité en général. Issa Chiroma Bakary a parlé en effet hier de 10 snipers qui étaient positionnés sur les toits autour de son domicile. Cela se passe à Garoua, dans le nord du Cameroun. Il parle également de 2 morts. Vous avez déjà dit lors d'une précédente interview que vous n'hésiteriez pas à traîner les autorités camerounaises devant la CPI en cas de répression. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Mais c'est un travail que nous avons déjà commencé à faire. Nos confrères du Cameroun, mais nous aussi à Paris, nous sommes livrés à malheureusement un calcul dont nous serions bien passés. Mais nous n'allons pas laisser le sang des Camerounais couler en toute impunité. Ceux qui commettent des crimes, nous les avons déjà vus, recensés, calculés, les militaires, ceux qui donnent des ordres, les policiers, les snipers, mais aussi la petite milice privée d'IRDPC. Nous n'allons rien laisser passer, nous allons suivre la situation au jour le jour, nous allons comptabiliser les morts, nous allons suivre et filmer, parce que tout est filmé, tout est regardé, la situation telle qu'elle est, et nous allons, le moment venu, constituer un dossier et le déposer contre tous ceux qui commettent des exactions contre le peuple camerounais. L'impunité, de notre côté, c'est terminé. C'est le message que vous voulez adresser aujourd'hui au président Paul Biya? Mais ce n'est pas un message que nous adressons à qui que ce soit, c'est une situation que nous vivons et que nos frères camerounais, que nos confrères camerounais vivent, que l'état-major du président Chiroma vit. Cette situation est absolument grave, dangereuse. Les milices qui se baladent la nuit, qui tuent les Camerounais, qui les kidnappent, ça ne peut pas rester impuni. Et c'est une situation que nous allons suivre. Vous savez, vous pouvez avoir l'appareil de l'État, vous pouvez avoir les snipers, l'armée qui vous obéit à un moment. Mais à un moment, il faut que tous ceux qui commettent tous ces crimes comprennent que nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement globalisé et dans lequel on ne peut pas tuer une population qui a juste demandé que les institutions veuillent dire quelque chose, que les élections donnent une majorité et que le président élu, qui n'est tout de même, ni un révolutionnaire, ni un homme dangereux, c'est un homme d'Issérail qui connaît l'exercice du pouvoir et qui a été ministre pendant plus d'une vingtaine d'années avec le président Biya. Il a été élu, les Camerounais ont vu en lui probablement l'alternative à leur calvaire, à leur malheur. Comprenez bien, un pays dirigé par la même personne qui aujourd'hui a 93 ans et qui le dirige depuis 43 ans. Vous comprenez bien que les Camerounais qui ne sont ni des imbéciles ni des malades mentaux comprennent très bien qu'ils ont besoin d'autre chose, qu'ils cherchent autre chose et qu'ils ont besoin que la situation qui est la leur évolue vers à peu près ce que l'humanité a envie de bien, c'est-à-dire un pays bien gouverné par des gens qui sont capables de le faire. Il y a 2 déclarations importantes aujourd'hui. L'UE déplore la répression violente des manifestations. L'ONU appelle à la retenue après des violences. L'ONU qui demande également des enquêtes. Vous demandez à la communauté internationale de suivre de près cette situation post-électorale au Cameroun? Alors, je vais vous dire, le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays à revenu intermédiaire, c'est un pays central dans la zone d'Afrique centrale, et donc on ne peut pas être indifférent à ce qui s'y passe. La situation de l'Ouest est déjà inquiétante. Si vous y ajoutez la situation du Nord et une crise post-électorale qui peut ramener un chaos général, personne ne peut rester indifférent. Et donc, bien entendu, nous avons suivi ce que l'Union européenne a dit, nous avons suivi ce que le gouvernement français, d'ailleurs, par la voix d'Éléonore Carrois ce matin. Tout ça est très bien, mais un peu plus loin, c'est-à-dire ce qui est valable pour d'autres zones doit être valable pour le Cameroun. Vous pensez à qui? Mais je pense, par exemple, à l'Ukraine, je pense à beaucoup d'autres pays dans lesquels... Mais je ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe à Madagascar. Si un homme ou un groupe, certains disent clan, je n'aime pas beaucoup ces mots, mais si un groupe de personnes décide de massacrer une population, les partenaires historiques de ce pays, qui est un pays important, dont la stabilité d'une bonne partie de la région en dépend, ne peuvent naturellement pas regarder ça avec autant, pas envie de dire, d'indifférence. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'indifférence parce qu'honnêtement, le communiqué de l'Union européenne est très bien. Il est encore un peu timide, allons un peu plus loin. La position du gouvernement français est bien, elle est encore timide, allons un peu plus loin. Mais nous appelons aussi les États-Unis d'Amérique, mais aussi tous les partenaires, et à commencer par les pays de la région, c'est-à-dire les partenaires de la zone CEMAC, mais aussi un peu l'Union africaine. Ne laissez pas mourir, massacrer une population qui ne demande rien de plus que la liberté. Ça n'est pas possible. Merci, Maître Djemal Taleb, d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24. Merci à vous de m'avoir invité.